Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de deux films d'Alain Gessua, Paradis pour tous et Armageddon. Merci à Mehdi de m'avoir fait remarquer que Jean-Yann dans Armageddon saisit le livre Gouvernant Invisible. Et c'était un peu mon point de départ, ça m'a donné envie de réanalyser ces films, je connaissais déjà son film Jeu de massacre, mais pas les autres. Nous allons voir que Gessua est similaire à Verneuil, ils se partagent des acteurs, je pense même qu'ils faisaient partie du même club, je développerai ce point plus tard. Il y a vraiment des choses troublantes que j'ai redécouvertes à propos des acteurs Jean-Yann et Patrick Devers. Je vais aller assez loin dans mon développement, aussi garder en tête que mon avis est purement subjectif, je ne présente pas ma vérité comme étant absolue, je donne juste des pistes à ceux qui veulent creuser. Pour revenir sur Alain Gessua, le réalisateur, il a plusieurs films extrêmement intéressants, hormis ceux que je vais analyser aujourd'hui bien sûr. Il y a notamment La vie à l'envers, qui a beaucoup influencé Scorsese, Traitement de choc qui parle de cure de rajeunissement des élites, qui pourrait faire référence aussi à l'adrénochrome. Et Les couleurs du diable qui parle d'un homme pactisant avec l'entité préalablement citée. La grande question quand on verra le sort parfois réservé aux acteurs provocateurs, comme Devers, est de se demander pourquoi certains passent entre les mailles du filet. Je veux dire, prenez Verneuil et Gessua. Ils ont dénoncé beaucoup de choses extrêmement dérangeantes pour les élites à une époque où on pouvait assez facilement suicider quelqu'un pour avoir trop parlé. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on va dire. On peut dire que Verneuil et Gessua sont morts de leur belle mort, entre guillemets, à un âge avancé. Étaient-ils bien entourés? Connaissaient-ils des secrets sur des gens importants? Secrets qui les protégeaient? Leur assassinat aurait été trop visible s'il avait été exécuté? Alors que d'autres étaient peut-être plus isolés à certains moments de leur vie et sans s'être préoccupés d'avoir le bras long. Par ailleurs, Verneuil et plus que Gessua d'ailleurs, ont d'abord joué le jeu du système en sortant des films blockbusters, entrecoupés de films politiques. Ne négligeons pas que tout cela rapportait beaucoup d'argent à l'État, au CNC, à la SACEM pour la musique, etc. Je pense qu'à l'époque, années 70-80, on pouvait encore dénoncer des choses en fonctionnant par analogie et métaphore et en étant malin. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Autre fait à prendre en compte, on verra que Gessua, comme Verneuil, faisait peut-être partie d'un club, certes rebelle, mais peut-être déjà puissant à l'époque. Cela les protégeait, bien entendu. Vous savez, le club de l'œil. Nous verrons d'ailleurs qu'à un certain niveau, ce club souhaite libérer l'individu plutôt que le contrôler. Bien, après ce préambule, commençons par Armageddon de Gessua. Pour moi, c'est un peu V comme Vendetta avant l'heure. Dans ce passage, on voit Jean-Yann saisir le bouquin Gouvernant Invisible des Sociétés Secrètes de Serge Hutin, dont je vous ai tant parlé, mais on voit aussi l'univers à l'envers, qu'il faut... Par ailleurs, ça fait penser à Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, tout à l'envers. Et en haut, on voit Des fleurs pour Algernon, œuvre dans laquelle un homme débile devient très intelligent grâce à un traitement. D'ailleurs, j'avais fait une analyse de ce film dans lequel il est fait plusieurs fois référence à la chouette de Minerve, qui représente la connaissance, et au Bohemian Grove. Implicitement, sont-ce les Illuminati derrière ces programmes? On va voir tout au long du film la symbolique de l'œil. Ces séquences sont gratuites dans le sens où elles n'apportent rien dans la narration. C'est pourquoi je les trouve intrigantes. En arrière-plan, l'œil sur la télévision, qui fait penser au logo de CBS. Ici aussi, on voit l'œil, mais on a aussi dans le dialogue le storytelling appelé aujourd'hui New Age, ce discours d'une ère nouvelle. Les gens excelleront dans toutes les disciplines. Il est de mon destin de vous réveiller, vous et le monde, de vous tirer de ce sommeil où vous a plongé la sécurité. Vous savez pas écouter, vous savez pas voir, on vous a endormi. Des larves! Des larves, des grosses larves, des gros insectes! Des gros insectes qui courent partout, des gros insectes qui se bouffent, qui copulent! Voilà ce que vous êtes! Des grosses larves! Tous et toutes, unis enfin, ne formeront plus qu'une immense famille. Une vraie famille. L'ère du bonheur commencera sur la Terre. Les vraies valeurs seront enfin respectées. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Un jour, ils nous comprendront. Pour le moment, nous sommes seulement quelques-uns. Et c'est ça qui compte. Un dialogue à double sens. Subliminalement, il faut comprendre que les libérateurs, pour simplifier le club des anarchistes illuminés, qu'on pourrait comparer aux assassins, Assassin's Creed, opposés aux Templiers. Essentiellement, il s'agit du combat entre les forces de l'ordre et tout ce que ça implique, et les forces du désordre et tout ce que ça implique.
Ici donc, nous avons le message clair que Jesua, Delon et peut-être Jean-Yann faisaient partie de cette mouvance anarchiste illuminée. Faisons une parenthèse sur Jean-Yann. Je vous avais dit dans une vidéo qu'il était probablement un illuminé anarchiste, étant donné sa carrière, notamment le film L'Imprécateur qui montre la chute du capitalisme, mais aussi la date de sa mort, 23 mai 2003, qui comporte beaucoup de 23. Je vous avais dit que le 23 est un nombre crucial pour les anarchistes illuminés, pour de nombreuses raisons, hein. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le détail. Mais on a comme bon exemple le hacker Karl Koch, allemand de l'Ouest, qui faisait fuiter des données vers le bloc soviétique, qui était membre du Chaos Computer Club et qui est mort le 23 mai 89 à 23 ans. Beaucoup de 23 est mort un 23 mai, comme Jean-Yann. La question ici est de se demander, ces anarchistes font-ils en sorte de se donner la mort à une date précise, comme pour signer leur appartenance, ou bien le fait-on pour eux? Est-ce l'organisation dont ils font partie qui met fin à leur vie, comme pour les assassins en leur temps? Fin de la parenthèse sur Jean-Yann. Revenons au film. Je vais vous montrer le point commun qui relie les anarchistes illuminés au communisme et à l'anticapitalisme. Notez ici que je ne juge rien, je vous montre les choses. Je me garde bien de dire si c'est bien ou si c'est mal, entre guillemets. Dans le film, nous avons cet acteur qui joue. En Eurovision. Le même acteur qui joue le président Kennedy se faisant assassiner dans Icône Icare d'Henri Verneuil. Fait très intéressant, il cite Bernard Shaw, très prisé par les anarchistes illuminés, tout comme Ayn Rand, par ailleurs. Bernard Shaw disait, il y a des gens qui voient les choses comme elles sont et qui se demandent pourquoi. Et puis, il y a des gens qui rêvent les choses comme elles n'ont jamais été et qui se demandent pourquoi pas. J'essaierai d'appartenir à cette deuxième catégorie. Merci, monsieur le président. Alors, à propos de Bernard Shaw, un révolutionnaire, un réformateur visant à détruire le capitalisme pour lui substituer un socialisme éclairé et plus élevé. Il se faisait un ardent promoteur du régime stalinien, quand même. Après avoir acquis la conviction que le changement social ne serait pas impulsé par la classe ouvrière, mais par une élite éclairée. Hein, il a compris ça au bout d'un moment. Il a été aux côtés notamment de Friedrich Engels, qui a travaillé avec Karl Marx. Il est également intéressé par le programme eugénique de Francis Galton. L'intéressait aussi la suppression de la propriété privée et la disjonction raciale du mariage et de la reproduction. Il considérait qu'il était très important que l'humanité se bâtisse désormais d'après sa propre théorie eugéniste, selon un encouragement général au métissage et au mariage entre différentes classes sociales. Georges Bernard Shaw dénonce le puritanisme étroit, la hiérarchie religieuse et l'hypocrisie des conventions de la religion, bien évidemment. Il critique également le militarisme et le chauvinisme. Ça nous rappelle des choses, hein, tout ça, toute cette soupe. Or, on retrouve bien chez Shaw ces convictions contradictoires et soupolées qui me rendent souvent perplexe. Ils sont pour la libération de l'individu et s'opposent à la religion qui veut tout contrôler, et s'opposent au chauvinisme et soutient le métissage. Par contre, ils s'opposent à la propriété privée et soutient une forme d'eugénisme. Autre preuve de la possible proximité entre Verneuil et Jesua, une petite référence à Icare dans Armageddon. Icare suspendu dans les airs. Si on considère le soleil comme le symbole de la vérité, alors Icare se brûle les ailes parce qu'il s'approche trop près de la grande vérité. Pour s'attarder sur Verneuil, il plaçait lui aussi subtilement la symbolique de l'œil dans plusieurs de ses films, notamment dans Peur sur la ville. Ici une affiche polonaise du film, où on voit l'œil en haut. 6 personnages qui terrorisent toute une ville et qui possèdent un œil en verre. Dans Icône Icare, j'avais cru percevoir sur une feuille de papier un lapin dessiné, mais dont l'œil ressemble étrangement à une pyramide illuminée. Le lapin fait aussi évidemment penser à celui d'Alice au Pays des Merveilles, celui qui nous guide pour aller au fond du trou. Pour finir sur le film Armageddon, à la fin, on entend le tic-tac de la bombe qui pourrait nous signifier que la fin, et donc aussi le début, approche. Je ressens ce tic-tac comme menaçant, un peu comme dans le film L'aile ou la cuisse avec ce tic-tac à la fin qui pourrait signifier soit que si on ne fait rien, ce n'est qu'une question de temps avant que l'usine du grand patron, donc Tricatel et ses copains, ne nous servent que de la merde à manger.
soit au contraire que ce n'est qu'une question de temps avant que tous les tricatels de la Terre disparaissent lors de l'Armageddon. Passons maintenant au film Paradis pour tous, film extrêmement critique envers les assurances et le capitalisme, mais pas seulement. Pour moi, il décrit le lavage de cerveau MKUltra à une époque où on ne pouvait pas parler des choses directement, on utilisait donc des métaphores et des analogies. On prescrit un dépressif de verre, une nouvelle thérapie née de ses recherches, le flashage. Le dépressif renaît à la vie, une vie édénique, dont il ne perçoit définitivement plus la moindre grisaille. On apprend bientôt que les flashés sont assez nombreux pour former une communauté. Leur bonheur radieux fait des envieux. Les postulants sont désormais innombrables. Pour moi, et ce n'est qu'une spéculation de ma part, ce film a coûté la vie à Patrick Devers. Je vous expliquerai pourquoi. En vieux, tu représentais le modèle parfait du dépressif urbain. Tout était moyen chez toi. Ta vie, tes rêves, tes désirs. Je tenais absolument à ce que tu sois mon premier flashé. Eh oui, voilà l'appartement de l'homme qui voulait guérir l'humanité de son angoisse. Un pauvre célibataire qui n'a jamais eu le temps de s'occuper de lui-même. Ici, je vous montre ce singe parce qu'il me fait penser à celui de Michael Jackson, qui pourrait justement avoir été lui-même victime des programmes Monarch MKUltra. Comme en témoigne juste cette pochette, le papillon Monarch est évidemment un symbole. Michael avec son singe Bubble. Elle te plaît, ma femme? Oui, beaucoup. Tu sais, tu pourras l'essayer. Quand tu l'auras guéri, évidemment. Tu es très gentil. C'est pour ton bien. Le docteur va te guérir. On va t'emmener à l'hôpital. Je veux pas être heureuse. Ils viennent tous se faire flasher. La sécurité sociale a donné son accord de principe pour le remboursement. Autant de personnes qui n'encombreront pas les services par des maladies imaginaires. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom du président de la République, je vous remets, professeur Pierre Valois, la médaille d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Aujourd'hui, nous pouvons annoncer avec certitude qu'il y a transmissibilité génétique du flashage. Ce qui signifie que toutes les personnes flashées, et heureusement, il y en a chaque jour de plus en plus, transmettront à leurs descendants ce parfait équilibre mental que leur confère notre thérapeutique. Et Frédéric nous confirme ainsi l'avènement d'une humanité nouvelle qui saura vivre naturellement dans le bonheur. À la fin du film, Jessua rend explicitement hommage à Patrick Devers. On voit que le film est sorti le 25 août 82. Devers est mort le 16 juillet 82. Il s'est, entre guillemets, suicidé en se tirant une balle dans la bouche. Comme on peut le voir ici, 1000 milliards de dollars de Verneuil et Paradis pour tous de Jessua sont ses derniers films. Et je vais faire un parallèle avec le morceau Chacun fait ce qui lui plaît du groupe Chagrin d'amour, parce qu'il y a quelque chose de vraiment étrange avec cette chanson par rapport à Devers. Le single est sorti en 1981 initialement, puis une seconde version du morceau sort en janvier 82 a priori. C'est du moins l'information qu'on a sur Spotify. Ici sur la vidéo YouTube du clip de Chacun fait ce qui lui plaît, on a une seule personne qui a bien saisi le sens étrange du clip, et il dit qu'il peut vraiment comprendre. 3 petits points. Effectivement, et on sous-estime l'importance et le mystère de ce commentaire, puisque personne ne semble se rendre compte que ça s'adresse à Patrick Devers. Et jusqu'ici, personne ne s'est intéressé au fait que son dernier film était peut-être le plus dérangeant pour le système. Il faudrait peut-être se poser des questions. Ici, dans ce commentaire sur un forum, lors de l'enregistrement de leur premier album, le duo Chagrin d'amour, qui venait d'apprendre la mort de l'acteur, aurait modifié une phrase de leur tube « Chacun fait ce qui lui plaît ». Le « clac fait le verre en tombant sur le lino » de la version single sortie en 81 serait devenu sur l'album paru en 82 « clac fait de verre en tombant sur le lino ». Et effectivement, c'est ce qu'on va voir. Par contre, la personne qui a écrit ça ne cerne pas la vraie raison.
C'est pas que ils ont modifié quand ils ont appris la mort de Devers, c'est que la deuxième version est sortie pendant les dates du tournage du film et avant sa mort. C'était plutôt un avertissement. Ici, une des rares versions des paroles avec la phrase « claque fait Devers en tombant sur le lino », donc sur le sol. Je me coupe la main en ramassant les morceaux, je stérilise les murs qui dansent, l'alcool ça grise et ça commence, yeah, 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 font les moutons sur le parquet. Alors, ici, dans le texte, on a une certaine indifférence, hein. Voilà, il y a un mec qui est mort, mais on parle des moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Alors, là, je mets, est-ce que c'est l'indifférence due au flashage? Vous voyez, est-ce que cette chanson, elle est de personnes auxquelles justement Devers fait allusion, enfin plutôt Jeshua dans le film dont on a parlé? Hein, je continue un peu plus loin, les chœurs, chacun fait ce qui lui plaît, le précipice est au bout, précipice, on s'en fout. Donc je vais analyser ça plus tard, mais ça fait référence aussi à Jeshua et l'Armageddon. On sait que la fin est proche, mais nous on s'en fiche, on profite en fait. Donc, je vais vous montrer en quoi ça pourrait provenir de l'autre faction. Je suis toute seule, dans Boulogne se désespère, je crois remplir un dernier verre. Claque, fait de verre en tombe sur le lino, je me coupe la... Je vais mettre en boucle le petit passage concerné et je vais monter le volume. Je vais compresser un maximum le son pour que vous entendiez qu'elle dit Devers. Je me claque, fait de verre en tombe sur le lino, je me claque, fait de verre en tombe sur le lino, je me claque, fait de verre en tombe sur le lino, je me claque, fait de verre en tombe sur le lino. Il était une fois, dans la douce France, un prince, une princesse, en manque de tendresse. Une vilaine sorcière les a séparés. Retour en arrière pour tout raconter. C'est moi la princesse. Ici, je vais partir loin. Sur leur album, où elle présente la version de Chacun fait ce qui lui plaît, qui inclut Devers au lieu de le verre dans les paroles, on a juste après le morceau Bonjour, voilà les nouvelles, qui parle d'un prince et d'une princesse séparés par une vilaine sorcière. Une métaphore d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Or, il se trouve que dans le synopsis du film, on parle bien de vie édénique. Donc l'enchaînement de ces deux morceaux serait-il une référence cachée au sort de Devers? Ce groupe voulait-il le soutenir? Ou au contraire, était-ce un message caché de vengeance des commanditaires Templiers Illuminati? Surtout qu'on a un petit peu plus loin le morceau Vendredi 13, dans lequel il n'y a pas d'éléments incroyables, mais juste le titre Vendredi 13, qui est bien sûr la vengeance templière à la base. Je penche plutôt pour la deuxième hypothèse. C'était plutôt un avertissement pour Devers, puisque l'album sort le 1er janvier 82 et qu'il meurt, lui, en août. En fait, ils ont sorti cette version du morceau pendant le tournage du film, sachant ce sur quoi ils travaillaient. Ici, on le voit en photo sur le tournage en mars 82. On peut donc raisonnablement imaginer qu'il tournait déjà en janvier, surtout qu'avant la distribution d'un film, le tournage a lieu environ un an, voire plus, avant la sortie en salle. Il y a une ressortie de l'album de Chagrin d'amour avec un coffret édité par Carlotta Film. Évidemment, le cinéphile que je suis a tout de suite compris la référence à Carlotta Valdés du film Vertigo, Sueur froide, d'Alfred Hitchcock. On a un cercle similaire à celui du générique de Saul Bass, qui fait penser au vertige, une espèce de tourbillon. Or, dans une vidéo, je me demandais si, dans Sueur froide, Hitchcock ne nous parlait pas en fait de contrôle mental MKUltra avec une personnalité multiple fractionnée. Ce qui tendrait à prouver que derrière le groupe Chagrin d'amour se trouvait la faction Templiers Illuminati. Surtout que ce groupe est sorti de nulle part et a eu le mérite d'introduire le rap en France. Or, les élites sont toujours derrière l'innovation, entre guillemets. Dans l'image qui va suivre, on se rend bien compte que, bien que le single d'origine soit sorti en 81, les ventes ont décollé en février, mars, avril 82, durant le tournage de Paradis pour tous. Voyant le clip que je n'ai regardé, figurez-vous qu'à la fin du montage de ma vidéo, j'ai été stupéfait d'y voir des indices qui corroborent mes hypothèses. Rêve de singe fait directement référence au singe de laboratoire, sur qui est testé le flashage dans Paradis pour tous. J'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit dans mes draps bleus froissés, un dernier verre. Claque fait le verre en tombant sur le lino. Je me coupe la main en ramassant les morceaux, je stérilise. À gauche, on voit Alain Delon qui joue dans Armageddon, Marilyn Monroe probablement une esclave sexuelle monarque.
Et à droite, l'affiche de Icôme Icare de Verneuil dont je vous parlais, qui vous parle de l'assassinat de Kennedy. Mur qui danse, l'alcool ça grise et ça commence. Font les moutons sur le parquet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. La symbolique du bouc de Mendès, suivi de « Chacun fait ce qui lui plaît. Fais ce que tu veux sera la loi ». C'est un peu le credo, entre autres, de l'auto. Précipice est au bout. La vie devant soi pour dire à Devers « Attention, sinon tu perdras la vie ». Et Icôme Icare pour dire « Si tu t'approches trop près de la vérité, du soleil, alors tu finiras comme le juge Volney dans le film ». Est-ce que le personnage représente Devers? 8 plus 8 plus 1 plus 6, ça fait 23. Ça me tend. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Je fouille mes poches. Je sais, c'est moche. Son sourire rouge, son corps qui bouge. Et vous vous souvenez vraiment pas de ce qui s'est passé? Non, vraiment pas. Chacun fait ce qui lui plaît. Sous mes pieds, il y a la terre. Sous tes pieds, il y a l'enfer. C'est Delon sur l'affiche, qui joue dans Armageddon donc. Marilyn, la poupée MK Ultra. Claque des dents et j'y monte le sang. Sauf sur le lit de mes draps bleus passés. C'est insoumis, sommier cassé. La chanson Chacun fait ce qui lui plaît et l'insulte et la menace ultime pour Devers. Revoir les paroles au besoin. Claque fait Devers en tombant sur les linots. Je me coupe la main en ramassant les morceaux. Devers a-t-il reçu lui-même un lavage de cerveau MK Ultra en 1953? Au passage, date du début du programme MK Ultra aux USA. À l'âge de 5 ans, il prêtait déjà sa voix pour Peter Pan, d'après le film de Walt Disney. Walt avait d'ailleurs une obsession pour que les gens soient heureux dans son parc, un peu comme dans le dernier film de Devers, Paradis pour tous. Ainsi, la boucle est bouclée dans son cycle de vie. Peter Pan, Michael Jackson en avait aussi une obsession. D'ailleurs, il avait un menton en fossette, un peu comme Patrick Devers. Or, Michael Jackson, Monarch et MK Ultra. Voir la symbolique du papillon, du singe, Neverland et plein d'autres choses. Donc expliquer qu'après le suicide de Devers, il faut ramasser les morceaux, ça veut dire le verre qui se casse est symbole de la personnalité qui se fragmente. Dans le lavage de cerveau MK Ultra, voir à ce propos Alexandre Le Breton, Spring Meyer, Cathy O'Brien. Donc en jouant dans un film parlant du MK Ultra dont il aurait lui-même subi le sort, au conditionnel, hein, il boucle la boucle, mais est de ce fait ipso facto condamné à mourir. Le verre éclate car le trigger ou déclencheur, qui a été le film, révélerait son mal caché, sa programmation donc. Donc il éclate en 1000 morceaux. L'illusion de verre est un trouble psychique caractérisé par la peur et la croyance que son corps est composé de verre et donc susceptible de se briser en morceaux. Quand ils disent « chacun fait ce qui lui plaît, le précipice on s'en fout », est-ce une référence à Paradis pour tous? De toute façon, même si vous critiquez le programme MK Ultra pour rendre les gens malléables, les gens iront quand même se faire flasher pour éviter d'avoir des pensées négatives et seront consentants à faire ça. Le précipice on s'en fout est égal aussi à Alain Gessua avec le film Armageddon, c'est-à-dire qu'on sait que l'apocalypse va venir, mais on profite. Je pars bien sûr du principe que les interprètes, en l'occurrence ceux de Chagrin d'amour, ne sont pas forcément au courant de ce qu'ils disent, mais ceux qui écrivent les paroles, les mélodies peut-être, ou bien les producteurs. Pour moi, Devers tourne dans ce film qui décrit le MK Ultra et les critiques envers les assurances et la société de consommation. J'aime bien ce monde qu'ils décrivent. Tout est doux, confortable, harmonieux. Or, il meurt un mois avant la sortie du film, août 82. Un peu comme Kubrick avec Eyes Wide Shut, hein, les yeux grands ouverts, entre guillemets. Aurait-il prévu de dire quelque chose de dérangeant pour les élites s'il avait participé à la promo du film? Bon, alors c'était après le festival de Cannes, hein, qui était au mois de mai, mais il aurait pu faire la promo. Encore pire, prévoyait-il un gros coup de com' avec son ami Coluche? Le fait qu'il ait utilisé le fusil que Coluche lui avait donné, selon le narratif officiel, était-ce un avertissement que Coluche serait le prochain sur la liste? Si on part du postulat que Devers a été suicidé, alors les Hills sont toujours ironiques. Humour noir, par exemple, ceux qui ont dénoncé la pédophilie sont ironiquement accusés de pédophilie à leur tour. Ainsi, avec le même modus operandi, Devers, qui joue un suicidaire dans son dernier film, sera suicidé, entre guillemets.
Ce serait une sorte de marque de fabrique pour que les Hills puissent envoyer des messages codés en toute tranquillité tout en jouant avec le feu. La preuve, on est capable de décrypter leurs messages des décennies plus tard. Écoutons à présent Yves Montand. La recherche de la vérité coûte très cher quelquefois, mais je pense que c'est dans l'homme. Je pense que quand on a la possibilité de rechercher cette vérité, je pense que quelle que soit votre position dans la vie, et si vous avez la possibilité de le faire, je pense qu'il faut la mener à bien. Et qu'il faut essayer en tout cas, quels que soient les risques. Sinon, il n'y a pas de vie possible, je crois. Je crois que les gens, on a beau essayer de leur ouvrir les yeux, je pense qu'ils veulent les garder fermés parce que c'est d'abord beaucoup plus sécurisant. Et puis aussi pour garder une certaine chaleur, et puis parce qu'ils ne veulent pas avoir la réalité en face, et que ça les gêne, la réalité, et que ça les affaiblit. Et que je m'associe à tous ces gens-là. Attention, je ne suis pas l'exception, naturellement, et je pense que ils ont peur de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Vous savez pas écouter, vous savez pas voir, on vous a endormi. Des larves, des grosses larves, des gros insectes qui courent partout, des gros insectes qui se bouffent, qui copulent, voilà ce que vous êtes, des grosses larves. Et je pense que quand on a la possibilité précisément de démontrer certaines choses, je pense qu'il faut le faire. Mais il ne faut pas leur en vouloir. Un jour, ils nous comprendront. Pour le moment, nous sommes seulement quelques-uns. Et c'est ça qui compte.